Cet après-midi-là, on se parlait au téléphone après le travail. Athéna et moi, on était comme des sœurs, parce qu'on était tout le temps ensemble. On s'appelait donc après le travail. Je faisais des tâches ménagères. Quand elle m'a dit « Oh, attends, j'ai un autre appel. C'est un numéro inconnu. Je te rappelle tout de suite après. » J'ai continué ma lessive et elle m'a rappelé à 17h45. Mais j'ai pas répondu. Et j'ai pas rappelé. J'aurais dû la rappeler. Police de Grover Beach? Ici l'officier Cook, de la prison d'État de San Luis. J'appelle pour vous dire que 2 agents pénitentiaires vont effectuer une visite de contrôle à domicile dans la 9e rue. Vers 11h47, notre service a reçu un appel pour une visite de contrôle à domicile d'une employée de prison, Madame Valentini, à South Grover Beach. L'officier de Grover Beach dépêché sur place y a retrouvé les 2 agents pénitentiaires. On vient voir comment va cette infirmière qui n'est pas venue au travail ce matin. Et on a sonné, mais sans réponse. Quel est son nom? Athéna Valentini. Ok. Et la porte est ouverte? Oui, je ne suis pas entré, j'ai juste vérifié la poignée. Elle n'est pas fermée à clé. Puis, mon collègue a vu une substance rouge sur les stores. Je ne sais pas si ça vous suffit. Vous me trouille. Techniquement, on n'a pas le droit d'entrer. Vous savez si elle a une arme? Pas du tout. C'est la police! Athéna! Ça sent pas bon. Athéna! C'est la police! Quand on s'introduit dans un domicile pour vérifier le bien-être d'une personne, on se demande toujours ce qu'on va trouver. Athéna! C'est la police! Ça sent pas bon. C'est la chambre. Madame 12, code 4, 1144. Madame Valentini était par terre dans sa chambre, visiblement décédée. Bon, on ne touche à rien, mais il y a plein de pilules. Non, attendez. Il y a beaucoup de sang. Ouais, J'écoute. cette chambre a été saccagée. D'accord, ok. Bien reçu. Bon, on doit quitter les lieux. D'accord. Il pouvait s'agir d'un cambriolage interrompu, ou, vu qu'elle gisait sur le sol au milieu des médicaments, le suicide pouvait être une autre hypothèse. Bonjour, sergent Romina, police de Grover Beach. J'aimerais avoir des informations sur votre voisine du premier appartement. Les officiers ont fait du porte-à-porte pour interroger les voisins. Que voulez-vous savoir? Vous l'avez vue quand pour la dernière fois? Ça devait être il y a 2 jours. Et je l'ai entendu hier soir ou la soirée d'avant. D'accord. Mais sa chienne n'est pas là. D'habitude, elle la laisse devant l'appartement. Mais ce n'est pas le cas maintenant. On a constaté que le chien de la victime avait disparu. C'était un point essentiel, parce que Madame Valentini aimait beaucoup son chien, et il ne serait pas parti avec un inconnu, selon les voisins. J'ai été prévenu en début d'après-midi, ce mercredi-là. Quand je me rends sur une scène de crime, je me dis que la victime était aimée. Alors quand j'arrive,
Je traite cette personne avec respect et je fais tout pour savoir ce qui s'est passé pour aider ses proches. En entrant dans la chambre de Madame Valentini, j'ai vu la mare de sang sous son corps. Et j'ai tout de suite vu des plaies importantes à la gorge et aux extrémités supérieures. Très rapidement, il est apparu évident qu'il s'agissait d'un homicide, qu'elle avait été tuée par quelqu'un. Elle n'aurait pas pu s'infliger elle-même ces blessures. On savait juste qu'elle était infirmière dans une prison et qu'elle n'avait pas pointé ce matin-là. C'était une immigrée de Hongrie, je crois, et elle ne semblait pas avoir de famille sur place. En tant que chef de la police, je suis notamment chargé d'informer la communauté de ce qui se passe. À Grover Beach, les réseaux sociaux et notre page Facebook sont très suivis. On a donc informé la communauté via ces réseaux qu'une enquête sur une mort suspecte était en cours et qu'on avait besoin d'aide pour retrouver le chien de Madame Valentini. Comme Athena était infirmière à la prison de San Luis, on a cherché d'éventuels suspects incarcérés dans cet établissement. On a donc cherché des personnes qui la connaissaient ou qui avaient été récemment en contact avec elle. C'est ainsi qu'on a pu identifier une amie et collègue d'Athena, Cheryl Mankey. Cheryl était elle aussi infirmière. Quand j'ai appris qu'elle nous avait quittés, j'étais hystérique. Je braillais, je pleurais, j'étais incrédule. Athena avait une forte personnalité et beaucoup d'énergie. Elle n'avait peur de rien. Elle disait « je vais à la plage » ou « je vais voir ce concert » ou « je vais voir un homme que j'ai rencontré en ligne ». Et elle était très patiente et très pédagogue. J'ai tout de suite pensé à un détenu. Peut-être qu'on en avait contrarié un. Et dans ce cas, s'il avait eu Athena, il allait s'en prendre à moi. On a contacté la prison de San Luis et on leur a demandé de chercher un éventuel rapport ou dossier concernant une affaire avec un détenu pour voir si le meurtrier pouvait être un détenu ou un ancien détenu. Quand on a fouillé son appartement le jour du meurtre, on a cherché ses appareils électroniques. On a trouvé ce qui semblait être un chargeur de téléphone portable dans sa chambre. Mais là, pas de téléphone, ce qui est très inhabituel. En général, quand il y a un appareil sur les lieux, on peut le consulter pour vérifier l'historique des appels et les SMS. Cette fois-ci, il a fallu passer par l'opérateur téléphonique. Les relevés téléphoniques et les données numériques sont les éléments que j'étudie en priorité. Ils peuvent nous dire des choses que personne d'autre ne peut nous dire. On avait besoin de ces informations pour voir avec qui Athena avait été en contact. J'ai eu des cas de prisonniers capables d'organiser des meurtres depuis leur cellule, par le biais de contrats ou en impliquant des membres de leur famille. Ce n'est pas parce qu'une personne est derrière les barreaux qu'elle n'est pas à l'origine d'un crime. La prison nous a fourni des rapports indiquant qu'Athena avait eu des confrontations avec des détenus, dont un en particulier. On a donc bien sûr cherché à savoir si lui ou un membre de sa famille avait pu s'en prendre à elle. Mais on n'a pas trouvé de suspect ou de piste valable dans l'établissement où travaillait Athena.
Durant ces premières heures, j'ai assisté l'équipe qui fouillait l'appartement d'Athéna, en quête d'indices et de preuves. Sur la table de sa salle à manger, j'ai trouvé un ticket montrant une transaction d'une entreprise postale datant de la veille de sa mort, en début d'après-midi. Sur la vidéosurveillance du bureau de poste, on la voit vivante et en bonne santé cet après-midi-là. Apparemment détendue, elle n'était visiblement ni accompagnée ni suivie par personne. J'ai rencontré Athéna à la prison d'État de Corcoran. Elle ne savait pas où aller pour s'amuser, alors je l'ai prise sous mon aile et on est sortis. Je lui ai montré tous les endroits où on pouvait danser. Elle aimait danser. Elle aimait manger sain. Elle aimait son fils et sa famille. Elle parlait tout le temps à sa sœur. Le jour où j'ai appris pour Athéna, une collègue m'a demandé si j'avais vu les infos. Alors, j'ai fait une recherche sur Google. Et oui, c'était chez elle. C'est comme ça que j'ai su. J'ai composé le numéro donné par la police et j'ai parlé à un inspecteur. Je lui ai demandé s'il connaissait le fils d'Athéna qui vivait à Bloomington, dans l'Indiana, où il faisait ses études. Je lui ai dit, vous l'avez contacté? Vous savez comment le joindre? J'ai pu identifier son fils. Il vivait alors dans l'Indiana, dans la ville de Bloomington. J'ai pris contact avec la police locale. Bonjour. Bonjour, vous êtes Monsieur Lazare? Oui, Levente Lazare. D'accord. Et ils nous ont aidés à annoncer le décès d'Athéna à son fils, Levente. Votre mère est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne m'a pas donné les détails. On m'a seulement dit de venir vous en informer. Après l'annonce du décès, un sergent lui a communiqué mon nom et mon numéro. Merci beaucoup, j'apprécie. Et quelques minutes après le départ de cet officier, j'ai reçu un appel téléphonique de Levente. Au début, il a très peu réagi. Il a dit qu'il allait bien et qu'il souhaitait continuer à parler de ce qui était arrivé. Je lui ai bien sûr demandé quand il avait été en contact avec elle. Il m'a expliqué qu'il ne l'avait pas vue depuis longtemps et que le jour du meurtre, il se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres de là, à Bloomington, dans l'Indiana. Sergent Léon? Oui, j'aimerais vous parler de la mort d'Athéna. Oui. Je la connais. On a eu quelques rendez-vous. Pas beaucoup, juste 2 ou 3. Alors je ne la connaissais pas beaucoup. Mais je suis triste de ce qu'elle a subi. Aviez-vous été chez elle à l'époque? Non, on se retrouvait ailleurs. D'accord. Et quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Il y a environ 4 mois. D'accord. Si vous pensez à autre chose, appelez-moi. Au départ, je considère tout le monde comme un suspect potentiel, a fortiori un ancien compagnon. Le sergent Léon m'a appelé pour me dire qu'il avait été contacté par un ancien compagnon d'Athéna. J'ai moi-même rappelé cet homme qui était sorti avec Athéna. On a appris que Madame Valentini avait rencontré des hommes sur Internet. Après les avoir contactés, tous ont été innocentés car ils n'étaient pas dans le secteur.
Dans les enquêtes modernes, la technologie numérique a pris une place considérable parce qu'elle est d'une aide précieuse. Nos enquêteurs ont découvert l'existence d'une caméra de surveillance à l'extérieur de la résidence de Madame Valentini. En visionnant ces images, ils ont constaté que cette dernière menait une vie normale. Elle faisait ses courses, puis rentrait chez elle. Sa chienne la suivait partout, que ce soit en balade ou au magasin. On n'a vu personne s'approcher de Madame Valentini, ni aucune discussion ou dispute impliquant cette dernière. Les caméras de la résidence ne tournent pas en continu et s'enclenchent grâce à un capteur de mouvement. Elles ne filment donc que de courtes séquences. Et même, le capteur de mouvement n'est pas très fiable. On a néanmoins pu voir que vers 23 heures ce soir-là, une silhouette apparaît sur le trottoir, devant l'appartement d'Athéna, et qu'elle est accompagnée de sa chienne. Bien qu'elle soit sombre, la vidéo montre clairement cette personne s'en aller depuis l'entrée de l'appartement avec un chien à ses côtés. Les images nous ont permis de déduire que l'individu part en direction du nord. Or, sur ce chemin, on a trouvé plusieurs caméras de vidéosurveillance. Le centre d'exploration est situé à 3 rues au nord de la résidence de Madame Valentini. Et ce qui a été crucial dans notre enquête, c'est que ce site dispose d'une vidéosurveillance en continu, avec des images d'une excellente qualité, sur lesquelles on a pu voir cette même personne qui marchait, avec le chien derrière elle. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est qu'elle montre aussi cette personne marchant un peu plus tôt vers le domicile d'Athéna, vers 18h30. Et cette fois, sans animal. Et en observant cette personne se diriger vers la résidence, on voit qu'elle parle dans un téléphone portable. On a alors cherché ce que pouvaient nous révéler les données cellulaires d'Athéna. Quand j'ai reçu les relevés téléphoniques d'Athéna pour les 30 derniers jours, j'ai regardé le dernier jour où elle était en vie pour voir avec qui elle avait communiqué. Il y avait des numéros avec lesquels elle était fréquemment en contact, mais il y en avait un qui sortait du lot, parce que son indicatif ne correspondait pas à celui de la région. C'était l'indicatif de l'Ohio. Ce numéro, qui commençait par 513, était nouveau. Et ce qui m'a paru suspect, c'est d'une part qu'il venait d'un autre État, et d'autre part que c'était un nouveau numéro avec lequel elle avait communiqué plusieurs fois ce jour-là. Je cherche toujours à confirmer l'exactitude des relevés et je cherche toujours à vérifier que le téléphone est encore utilisé et par qui. En regardant la vidéosurveillance du bureau postal, on voit qu'Athéna envoie des dossiers médicaux à son médecin et qu'elle est au téléphone à ce moment-là. Elle tient son téléphone vers le haut et les images montrent qu'elle est en ligne. Ces relevés téléphoniques indiquent qu'il s'agit d'un appel entre son téléphone et le fameux numéro en 513. C'est donc avec cette personne qu'elle parle. Les relevés montrent aussi qu'à 18h34, alors que la personne qui marche sur la 9e rue en direction du sud semble parler au téléphone, Athéna est justement en communication avec le fameux numéro 513. J'en déduis que la personne qui marche vers son domicile est au téléphone en même temps qu'elle, ce qui place en quelque sorte le numéro 513 dans les mains de cette personne. Une fois qu'on a dressé l'historique des appels téléphoniques d'une victime, on émet des mandats de recherche sur les numéros importants. Je savais que c'était là que l'enquête m'orienterait vers l'identification la plus probable de son assassin.
Dès le début de l'enquête, nos officiers avaient déterminé que le chien de Madame Valentini était docile avec elle et les personnes qu'il connaissait, mais pas nécessairement avec celles qu'il ne connaissait pas. Or, sur les images de la résidence, mais aussi sur celles du centre d'exploration, on voit que la chienne n'est pas tenue en laisse et qu'elle marche directement dans les pas de cette personne. On en a déduit qu'elle était docile avec la personne qui a quitté l'appartement d'Athéna. Et si le chien est docile avec cette personne, et que cette personne est peut-être celle qui a tué Madame Valentini, alors cette dernière connaissait certainement son agresseur. On a émis un mandat de recherche pour le numéro de téléphone en 513 et on a obtenu ses relevés. Quand j'ai reçu ces informations, j'ai vu qu'il s'agissait d'un téléphone sans fil prépayé qui appartenait à un certain Jacob Kiss de Cincinnati dans l'Ohio. On n'avait jamais entendu parler de ce nom lors de nos investigations sur la vie d'Athéna. Les appareils prépayés de ce type, on appelle ça des téléphones balourds. Et les personnes auxquelles on a affaire, qui préfèrent ne pas dévoiler leur identité ou leur activité illégale, s'en servent parce qu'on peut les acheter de façon anonyme. Alors, j'ai approfondi mes recherches sur ce téléphone en demandant à l'opérateur de me dire où il avait été acheté. C'était dans un magasin Best Buy à environ 800 mètres du domicile de Levente, à Bloomington, dans l'Indiana. Il y avait des conclusions évidentes à tirer. J'ignorais s'il s'agissait d'une connaissance de Levente, si c'était lui en personne, ou s'il y avait autre chose à savoir sur ce téléphone. Mais ce n'était pas un hasard s'il avait été activé à 800 mètres de son domicile et qu'il ait servi à appeler sa mère le jour du meurtre. J'ai contacté le magasin. Le directeur a retrouvé les données de la transaction et m'a dit que leur caméra avait filmé l'achat de ce téléphone. J'ai alors demandé à la police de Bloomington d'envoyer quelqu'un récupérer ces images. Mais ça prendrait quelques jours. Comme il s'agissait d'un téléphone prépayé, il était important de remonter jusqu'au propriétaire. J'avais un nom, Jacob Kiss, et une boîte postale à Cincinnati, mais ça n'a rien donné. En revanche, on a eu la chance d'obtenir les données cellulaires précises de cet appareil. Il s'agissait essentiellement d'un ensemble de feuilles de calcul qui indiquaient les positions des tours relais. Car quand un portable envoie un signal, la tour relais la plus proche enregistre des coordonnées GPS, la date et l'heure. Grâce à la position des tours, on peut suivre les déplacements physiques d'un téléphone portable en fonction de la date et de l'heure de communication avec la tour. On voit que le téléphone est activé à Bloomington, puis éteint dans la foulée le 22 octobre. Il est ensuite rallumé le lendemain dans l'Oklahoma. Plusieurs centaines de kilomètres séparent donc le lieu d'achat du téléphone et celui où il est rallumé et utilisé. On le voit ensuite se déplacer sur l'autoroute vers l'ouest, jusqu'en Californie, pour arriver à Grover Beach, dans l'après-midi du 24. Quand j'ai comparé les positions du balourd au relevé téléphonique d'Athéna, plusieurs choses sont apparues. Le balourd est arrivé près du domicile d'Athéna dans l'après-midi du 24. Il est resté à Grover Beach jusqu'à environ 23 heures. Donc, à peu près au moment où la vidéosurveillance montre la personne qui quitte son appartement. Les données cellulaires du portable d'Athéna montrent qu'il a suivi le même parcours que le téléphone prépayé à 23 heures ce soir-là, quand on voit cette personne s'éloigner de la résidence avec le chien. Ces deux appareils sont donc forcément ensemble. Ils se déplacent dans la même direction et la dernière communication du portable d'Athéna a lieu à 23h04 ce soir-là.
Quand j'ai appelé l'inspecteur la première fois, je lui ai demandé s'il savait qu'Athena avait un fils. Ils avaient une excellente relation. Ils se parlaient chaque jour au téléphone. Il lui envoyait des photos et des vidéos de lui avec le chien de sa petite amie et il lui parlait de ses études. Mais comme il travaillait à la bourse, il n'avait pas souvent le temps de venir la voir. Athena a consacré sa vie à son fils. C'est pour lui qu'elle a quitté son pays pour venir ici, pour lui offrir une vie meilleure et plus d'opportunités. Elle voulait le meilleur pour lui, car c'était son seul enfant. Une chose m'a surpris quand la police de Bloomington a informé Levente du décès de sa mère. J'ai demandé à l'officier qui s'en est chargé d'identifier l'appartement et les véhicules éventuellement associés. L'officier m'a dit qu'il y avait 2 véhicules garés devant l'appartement, dont une Jeep blanche, même marque, même modèle, même année et même couleur que celle d'Athena. Et j'ai trouvé ça curieux qu'il ait exactement le même véhicule que sa mère. J'ai alors saisi le numéro d'immatriculation dans notre système de reconnaissance des plaques. Je voulais savoir si les caméras du système l'avaient repéré quelque part aux États-Unis. La première fois que j'avais parlé à Levente, il avait été clair. Il n'avait pas quitté l'Indiana la semaine du meurtre de sa mère. Mais les relevés téléphoniques et les données du lecteur de plaques minéralogiques m'ont fait douter de sa version. J'ai vu plusieurs relevés indiquant que la Jeep avait traversé le pays durant les jours précédents et suivant le meurtre d'Athena. Ces entrées étaient accompagnées d'images. Des images qui montrent bel et bien la Jeep de Levente. À ce stade, entre toutes les nouvelles données obtenues grâce au balourd, au magasin Best Buy et au système d'immatriculation, il m'a semblé évident qu'une conversation s'imposait avec Levente. Dans une affaire pour meurtre classique, le mobile n'est pas un élément. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prouver au jury. Cela étant, les gens veulent toujours savoir pourquoi quelqu'un a fait quelque chose. Levente Lazar avait précisé à l'enquêteur Neil qu'il n'avait pas de problème financier, qu'il travaillait pour Disney et que son emploi de trader lui apportait une rémunération confortable. Quand on a examiné ses comptes bancaires, l'argent dont il semblait vivre provenait d'un ancien compagnon de longue date, d'Athena, la mère de Levente. Il avait touché plus de $130 000 de cette rente. Malgré cette somme, pour le moins providentielle, le compte en bourse de Levente Lazar présentait un solde négatif de près de $50 000. Il était endetté de $70 000 en prêt étudiant et en devait 12 200 au fisc. La situation financière en temps réel de Levente montrait qu'il allait très bientôt être à sec. Avec une équipe d'enquêteurs chevronnés, je me suis rendu à Bloomington. Je n'avais pas informé Levente de mon intention de l'interroger. Mais quand je l'ai appelé ce matin-là, il n'a pas semblé surpris. Je lui ai demandé de me repréciser ses allées et venues la semaine où sa mère avait été tuée. Vous n'avez pas... Je suis pas allé en Californie. Je vous le promets. Je suis pas allé en Californie depuis janvier. Écoutez-moi. Il a continué à prétendre qu'il n'était pas en Californie, mais dans l'Indiana, pendant cette période. C'est votre véhicule? Ouais. D'accord. Donc, vous affirmez ne pas avoir
quitter l'Indiana et de ne pas avoir vu votre mère depuis janvier? Je l'ai vue en janvier. Alors que clairement vous étiez chez elle le 24 octobre. C'était comme un oignon que j'épluchais petit à petit. Si je lui apportais une preuve, Levente finissait par admettre une partie de la vérité. Avez-vous acheté ce téléphone? Celui sans abonnement? Oui, Tout à fait. pourquoi? Raison personnelle. C'est-à-dire? Raison personnelle. Vous pouvez être plus précis? Il a admis avoir acheté le balourd et avoir appelé sa mère avec. J'étais en Californie. Mais je n'ai pas vu ma mère. Je suis juste passé devant chez elle. Qu'avez-vous fait? Je suis allé à Los Angeles pour acheter du cannabis. Il a fini par reconnaître qu'il était allé à Grover Beach. J'ai acheté le cannabis et avant de rentrer, j'ai voulu faire une surprise à ma mère. Mais elle n'était pas là, alors je suis parti. Ok. Quand vous dites qu'elle n'était pas là, C'est la vérité. J'ai essayé de la joindre. Je suis passé devant chez elle, sa voiture n'était pas là. je lui ai dit que ça n'avait aucun sens. Il aurait roulé plus de 3000 kilomètres pour voir sa mère, mais comme elle était quelques rues plus loin, il n'avait pas voulu attendre. Je vous le répète. Vous comprenez que cette histoire, selon laquelle vous avez roulé 64 heures, Je sais, ça paraît fou. pour acheter $100 de cannabis, Je sais. vous comprenez à quel point c'est ridicule? Je le sais, j'en suis conscient. Écoutez-moi, C'est ce que je fais. il y a une caméra dans l'appartement de votre mère. Vous le saviez? Non. Si je suis venu vous parler aujourd'hui, c'est pour vous dire que je sais que c'était vous là-bas. D'accord? Mais je veux comprendre pourquoi vous avez fait ça à votre mère. Je n'ai rien fait à ma mère. Levente. J'ai une vidéo de vous chez votre mère et une où on vous voit partir après avec le chien. Kazé, Et plus besoin de nier. Et je sais que c'est dur, que c'est une chose difficile à évoquer. Non, il n'y a rien de difficile, dans la mesure où je n'ai pas... Pourquoi avez-vous tué votre mère? Je ne l'ai pas tué. Que s'est-il passé? Le matin où j'ai interrogé Levente, au poste de Bloomington, mon équipe a perquisitionné son domicile. Pendant cette perquisition, on a trouvé plusieurs éléments de preuve, parmi lesquels un sac à dos noir contenant une tablette. Tous les appareils saisis dans l'appartement de Levente ont ensuite été analysés par le laboratoire de cybercriminalité. Les appareils confisqués permettent d'ouvrir une fenêtre sur la vie des gens. Si quelqu'un s'emparait de votre téléphone, il pourrait connaître des secrets sur vous, sur les recherches que vous faites sur Internet et dont vous ne parlez à personne. Ces appareils permettent donc d'entrevoir qui est vraiment une personne. La plupart des gens ont des secrets qu'ils gardent pour eux, mais qu'on peut trouver sur ces appareils. En examinant ceux de Levente, je me doutais qu'on trouverait des informations sur le meurtre de sa mère. Quand on a extrait les données de la tablette de Levente, elles ont révélé qu'il avait effectué plusieurs recherches sur Google, comportant son propre nom, comme Levente Lazar, suspect, Grover Beach, Levente Lazar, meurtre, Grover Beach, 9e rue. Or, cette tablette fonctionnait uniquement par Wi-Fi. Pour se connecter à Internet, Levente devait donc être connecté à un routeur sans fil. On a alors consulté le registre de connexion. Le matin du 25 octobre, la tablette de Monsieur Lazar s'est connectée au réseau Wi-Fi gratuit du McDonald's de Winslow, en Arizona, de 11h à 11h10. Athéna Valentini a seulement été retrouvée morte C'est la police! à 11h48, le même jour. Effectuer cette recherche, avant même que le corps de sa mère ne soit retrouvé, indique une chose. Seul le tueur pouvait savoir qu'il y avait eu un meurtre dans la 9e rue.
J'ai repris les données des tours relais, en supposant que son balourd était toujours en service. Quand Levente a quitté le domicile de sa mère après le meurtre, il a repris la route pour retourner chez lui. On a eu la confirmation que le balourd a transmis des signaux aux tours relais à proximité du McDonald's de Winslow, en Arizona, où Levente avait fait des recherches sur sa tablette. On a également récupéré une vidéosurveillance montrant sa Jeep à l'extérieur de ce restaurant. On a donc pu le situer physiquement grâce aux données des tours, à un routeur Wi-Fi et aux images de vidéosurveillance qui montrent son véhicule. Et tout ça avant même que sa mère ait été découverte. C'est la police! Au moment de demander la vidéosurveillance du Best Buy, montrant l'achat du téléphone balourd, j'ignorais qui l'avait acheté. Je savais seulement que sa proximité avec le domicile de Levente n'était pas un hasard. Alors, quand on a enfin reçu ces images, je n'ai pas été surpris de voir que c'était lui. Quand on a arrêté Levente Lazar, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de brisé en lui. Et j'ai eu la certitude de bien avoir arrêté le coupable, comme jamais auparavant dans ma carrière. Notre objectif était de convaincre le jury, par les preuves indirectes accablantes, que Levente Lazar avait tué Atena Valentini. Et notre atout principal pour y parvenir était les données numériques. On sait qu'il a saisi sur Google les mots « c'est quoi être un héritier », mais aussi « combien de temps faut-il pour hériter de l'argent ». Le 23 octobre, il achète un téléphone balourd dans un magasin Best Buy. Ce téléphone est repéré par les tours relais situées entre l'Indiana et la Californie. On sait que les données de M. Lazar le placent à Grover Beach entre 15h le 24 octobre et 23h10 le même jour. Vers 18h25, la caméra de surveillance du centre d'exploration montre un piéton qui marche en direction de l'appartement de sa mère avec un téléphone portable à la main. Au même moment, les relevés téléphoniques d'Atena Valentini prouvent qu'elle communique avec ce numéro. Mais on ignore ce qui s'est vraiment passé dans l'appartement d'Atena. Le médecin légiste a déclaré que le tueur se serait approché par derrière avec un couteau avant de lui trancher la gorge. Ça a dû commencer sur le lit, vu la quantité de sang sur les draps, puis culminer au sol, tout près du lit. Il nous paraît logique que, si le chien d'Atena a été calme, alors que des voisins s'étaient déjà plaints de ses aboiements quand sa maîtresse n'était pas là, c'est parce qu'ils connaissaient Levente Lazar. Et puis il y a les vidéos. Sur ces images, on voit une personne qui est suivie par un chien, sans laisse, sur plusieurs pâtés de maison. Ce chien connaît cette personne et a l'habitude de la suivre. Mais l'élément de preuve le plus convaincant et troublant à mes yeux, ce sont les recherches effectuées sur sa tablette. Ça s'est produit à 11h05 le 25 octobre, alors que le corps d'Atena Valentini n'a été découvert que 43 minutes plus tard. C'est la police! Seul le tueur pouvait savoir
qu'elle était morte. Monsieur Lazare a été reconnu coupable du meurtre avec préméditation de sa mère et condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Après le procès, le président du jury nous a contactés pour nous dire que les preuves numériques étaient si convaincantes qu'elles avaient grandement facilité leur verdict. L'une des questions restées sans réponse est ce qu'il était advenu du chien d'Athéna. De nombreuses ressources ont été déployées pour le retrouver. Sa photo a été diffusée dans les médias locaux, mais depuis qu'il a quitté l'appartement d'Athéna cette nuit-là, avec les Vente, il n'est jamais réapparu. Je suis convaincu qu'on a arrêté la bonne personne. C'était un mythomane, un psychopathe, sans remords ni sentiments. Mais ça ne ramènera pas sa mère, qui manquera toujours à ses proches, comme dans n'importe quel autre homicide. Je ne comprends toujours pas. Comment il a pu en venir à détester sa mère autant qu'elle l'aimait. Il était sa seule famille ici. Alors, pas de funérailles, pas d'enterrement, pas de deuil. C'est le tout dernier message que j'ai reçu d'Athéna, le jour où elle est décédée. C'est ce qui me fait tenir, le fait d'entendre sa voix. Bon, nouvelle tentative, mais tu dois être très prise par tes occupations. Bref, c'est pas grave. Salut! Elle est heureuse et elle rit à la fin. Je l'entends rire. Parce qu'on riait beaucoup. On riait toujours.